En janvier 2007, à New Britain, dans l'État du Connecticut aux États-Unis, des agents de la police de l'État creusent derrière un centre commercial. Une bande de terre boisée, discrète, coincée entre les bâtiments et la route. Ils sont là pour vérifier un signalement. Rien ne laisse présager l'horreur. Mais sous la terre humide, quelque chose apparaît. Un os, puis un autre, des fragments de vêtements collés à la boue. Ils savent à cet instant qu'ils viennent de mettre au jour le jardin secret d'un prédateur. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante mais vraie du tueur en série William Devin Howell. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. William Devin Howell, né le 11 février 1970 à Hampton, dans l'État de Virginie aux États-Unis. Une petite ville côtière composée de zones résidentielles tranquilles, le genre d'endroit où les journées se ressemblent. Des rues alignées, des cours enherbées et des maisons en briques au toit bas. C'est derrière l'une d'elles, dans un quartier ordinaire de Hampton, que grandit William. C'est un garçon aux yeux clairs, discret, un peu trop silencieux peut-être. La maison des Howell est modeste, un petit bungalow aux briques rouges, entouré d'arbres fruitiers et de fleurs. Les voisins décrivent un endroit paisible, une famille normale. Son enfance, d'après ses propres mots, fut relativement stable, pas de drame majeur, pas de traumatisme évident. Il joue dehors, aide parfois dans le jardin, regarde la télévision avec sa mère. Les années passent sans qu'aucun signe de violence n'émerge. Mais derrière cette apparente normalité, quelque chose semble un peu s'endormir en lui. Un vide, une froideur grandissante. À l'âge de 8 ans, William commence à prendre du poids. Il se referme, évite les jeux de groupe, reste seul dans son coin. Son corps change, son regard aussi. Il ne parle pas beaucoup, ne réagit pas quand on se moque de lui. À la maison, les jours s'étirent entre les cours et les repas. Puis un événement vient fendre ce calme monotone. Sa mère tombe malade. Un cancer. L'ambiance dans la maison change. Les silences deviennent plus lourds. Les soirées se font courtes. William, encore jeune, commence à s'habituer à la vision d'une mère affaiblie. Il grandit avec l'idée que la douleur fait partie du cycle normal des choses, que la chair peut s'éteindre et que ce n'est pas forcément terrible. Au fil du temps, il devient un adolescent effacé, sans histoire notable, mais déjà marqué par une distance émotionnelle qui ne le quittera jamais. Les années passent et le monde autour de lui change, mais pas lui. Il reste en marge. Pas par révolte ni par colère, seulement par détachement. Il regarde les autres vivre, s'amuser, tomber amoureux, faire des projets. Lui reste immobile, comme un spectateur silencieux. Personne ne se doute que ce calme abrite une fissure. Qu'un jour, cette fissure s'élargira jusqu'à laisser passer quelque chose de bien plus sombre. Nous sommes au début des années 80. William entre dans l'adolescence. Hampton est toujours la même, avec ses ruelles calmes et ses lotissements qui se ressemblent tous. Sa mère, affaiblie par la maladie, passe de longs moments alitée. La maison qui lui paraissait sécurisante devient peu à peu une coquille vide. Les rôles s'inversent et l'enfant observe la décroissance de celle qui lui servait de repère. C'est à cette période qu'il commence à chercher à sortir, à passer du temps seul. Il marche beaucoup, traîne près des routes, dans les parcs. À l'âge de 18 ans, en 1988, il quitte la Virginie pour la première fois, sans direction claire. Nous sommes en 1988. William a 18 ans. Le jour où il quitte Hampton, il ne dit rien à personne. Il prend juste un sac, quelques vêtements et un billet de train. L'air du matin est frais, le ciel gris. Il ne regarde pas en arrière. Dans sa tête, ce départ n'est pas une fuite, c'est une coupure. Il ne veut pas être ce garçon silencieux d'une maison malade, prisonnier d'une vie trop petite. Il veut disparaître. Durant les années qui suivent, il va arpenter les routes, les motels à l'odeur de moisi.
Il travaille ici et là, manuel, silencieux, toujours ponctuel. Les patrons aiment sa discrétion. Les collègues, eux, s'en méfient. Ils disent qu'il ne sourit jamais, qu'il peut rester des minutes entières sans parler, à fixer un point dans le vide, comme si quelque chose là-bas l'appelait. Au début des années 1990, il se déplace entre la Virginie, le Maryland et la Caroline du Nord. Des zones tranquilles où l'on ne retient pas les visages. Chaque état est une parenthèse, chaque départ une façon d'enterrer le précédent. Il n'y a plus de famille, plus de contact. Puis sa mère meurt, probablement sans qu'il ait pu lui dire au revoir. Il n'ira pas à l'enterrement, il dira ne rien ressentir, que la tristesse était absente, qu'il ne restait qu'un vide, froid et calme, qu'il ne partirait plus jamais. C'est à cette époque qu'il commence à parler seul, à noter des pensées dans des carnets, des mots courts, des phrases qui ne s'adressent à personne. Il écrit sur la fatigue, sur la route, sur les femmes qu'il croise, sur les regards qui le gênent. Il écrit aussi sur le contrôle, ce besoin qu'il ne comprend pas encore, mais qui grandit en lui. Vers 1995, il est dans le Connecticut. Il travaille comme jardinier. Ce travail le calme, la précision des gestes, le bruit des outils, le contact avec la boue. Il commence à trouver dans la terre une forme de langage, quelque chose de simple, de vivant. Le soir, il rentre seul dans une chambre de motel et fixe le plafond. Le monde extérieur lui paraît de plus en plus loin. L'isolement fait son travail. Il s'habitue à la solitude, puis il la désire. Il n'attend plus rien des autres. Il ne fait confiance à personne. Ses émotions s'éteignent comme des lumières qu'on coupe une à une. Il devient mécanique. Tout se réduit à des gestes. Conduire, dormir, manger, travailler. Rien d'autre. Au début des années 2000, William a 30 ans. Il ne possède pas de maison, plus de famille, plus de points d'ancrage. Le monde est devenu une longue succession de parkings, de routes humides, de chambres temporaires. Mais tout cela fait désormais partie de lui. Il ne se voit plus comme un homme parmi les autres, mais comme quelque chose de différent, de détaché. Son esprit commence à s'user, à tourner sur lui-même, jusqu'à ne plus trouver de sortie. Il passe ses journées à conduire sans direction, à observer les gens, à imaginer leur vie, leurs faiblesses. Le van bleu qu'il a acheté en 2001 devient sa maison, son abri, son territoire. Il l'appelle son monde. Il y dort, y mange, y prépare ses outils. Il y écoute la radio la nuit, lumière éteinte, moteur coupé, à regarder par le pare-brise, comme si l'obscurité pouvait lui parler. Ce van est plus qu'un refuge, c'est le seul endroit où il a l'impression d'avoir le pouvoir. Il y règle chaque détail. La position du lit, l'ordre des outils, le son de la musique, tout est contrôlé. À force de solitude, le besoin de maîtriser prend le dessus sur le reste. Il ne supporte plus les imprévus, ni les gens qui élèvent la voix, ni les regards qui le jugent. Chaque interaction avec les autres lui rappelle sa faiblesse. Alors il s'enferme. Il érige des murs invisibles entre lui et le monde. L'isolation devient un choix. Il commence à éviter les endroits où il pourrait être reconnu. Il déplace son van régulièrement, dort dans des parkings vides de supermarchés ou derrière des stations-service. Il croise des visages de nuit, des gens comme lui, des âmes perdues. Il parle avec certaines femmes, leur offre un café, une couverture, un endroit chaud pour la nuit. Au début, c'est juste de la compagnie, mais plus le temps passe, plus il a du mal à les laisser partir. Il y a dans son regard quelque chose de fixe, de lourd. Lorsqu'il les regarde, il ne voit pas des personnes, mais des silhouettes qu'il peut contrôler, des corps fragiles qu'il peut faire taire. C'est dans ces moments-là que le glissement commence. Il ne rêve plus de liberté, mais de possession. Il ne cherche plus à fuir le monde, il veut l'enfermer avec lui. Ce besoin de dominer grandit comme une racine dans la boue. D'abord un fantasme, puis une idée fixe. Nous sommes en 2003. William n'est plus le même homme. Le van est devenu son unique réalité. Et ce qui s'y passera bientôt ne sera pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'années d'isolement, de frustration et de vide. Un vide qu'il va chercher à combler d'une façon irréversible. Et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Nous sommes en janvier 2003. Le Connecticut est encore pris par le froid. Les routes sont mouillées, les ruelles silencieuses, et les réverbères dessinent des traits jaunes sur l'asphalte. Durant une nuit glaciale, Mélanie Russ-Camillini marche seule.
Elle a 29 ans, un visage fatigué et des pas qui traînent. Elle cherche un endroit où dormir, peut-être quelqu'un à qui parler, juste pour tenir jusqu'au matin. Elle n'a plus grand-chose, mais elle se bat encore contre l'abandon qui la ronge. Au loin, les phares d'un véhicule approchent. Une vieille fourgonnette bleue ralentit à sa hauteur. La fenêtre s'ouvre et une voix d'homme lui propose de monter, de se réchauffer un peu. Elle hésite un moment, regarde autour d'elle. Le froid lui brûle les mains et le bitume semble infini. Alors elle accepte. La porte se referme avec un bruit sec. Dans l'habitacle, l'air est chaud, presque suffocant. L'homme conduit en silence. Ses yeux ne quittent pas la route. Il ne parle que pour poser des questions étranges, détachées, sur sa vie, sur ses proches, sur ce qu'elle aime. Mélanie répond par de courtes phrases. D'abord par politesse, puis par méfiance. Elle sent que quelque chose n'est pas normal. Le silence devient lourd, épais. Les kilomètres défilent, les lampadaires s'espacent. Il sort de la route, prend une voie plus étroite, une piste qui s'enfonce dans les bois. Le van s'arrête, il coupe le moteur, puis plus de bruit. Il la regarde fixement, comme s'il attendait qu'elle comprenne d'elle-même. Elle ne crie pas, elle ne bouge pas. Puis d'un coup, il se jette sur elle. L'acte est rapide, contrôlé. Il va abuser d'elle, puis l'étouffer. Quand il a fini, le silence revient. Il reste assis un long moment dans son van, les mains sur le volant, à regarder devant lui, les yeux dans le vide. Il redémarre le moteur et conduit jusqu'à une bande de terre boisée, isolée, derrière une zone commerciale de New Britain. Il sort une pelle de l'arrière du van. La terre est dure, mais il creuse longtemps. Chaque coup de pelle résonne dans l'air glacial. Il y dépose le corps de Mélanie avant de l'enterrer. Puis il reste un moment là, immobile, regardant la terre fraîchement retournée, comme un homme qui termine un travail. Puis il repart sans se retourner. Dans sa tête, quelque chose s'est tu. Il ne pense pas à la mort, ni à la culpabilité. Il pense à la sensation de calme qui l'envahit. Ce calme qui ne le quittera plus. Durant les semaines qui suivent, personne ne remarque l'absence de Mélanie dans les rues, où elle vivait. Les disparitions ne font pas toujours de bruit. Ses amis parlent d'elle au passé. Certains pensent qu'elle a changé de ville, d'autres qu'elle est peut-être en prison. Les jours passent et son nom s'efface peu à peu. William, lui, continue sa routine. Il travaille, répare son van, dort dans les parkings où personne ne pose de questions. Il parle avec des gens, rit parfois, comme si rien ne s'était passé. Mais en lui, quelque chose a changé. Il a trouvé un point d'équilibre, une forme de paix dans l'acte qu'il a commis. Il ne l'analyse pas et ne le remet pas en question. Nous sommes désormais au mois de juin 2003. Il s'arrête à Westerfield, une petite ville du Connecticut. C'est là qu'il rencontre Danny Lee Wistnant, qui se fait alors appeler Janice Roberts. Janice a 44 ans. Elle est calme, polie, elle parle doucement. Elle est connue dans le quartier. Ce jour-là, elle attend le bus pour rentrer chez elle. Lorsqu'un van bleu s'approche, il s'arrête à sa hauteur. William lui propose de la déposer plus loin. Elle accepte et monte. La conversation est normale. Ils parlent de musique, de la météo, de la route. Puis petit à petit, William n'écoute plus. Son regard se fixe. Le temps s'étire. L'ambiance change. Elle sent quelque chose dans son ton. Une froideur soudaine dans sa voix. Le silence prend tout l'espace. Elle lui demande où ils vont. Il ne répond pas. Le van se dirige sur une route latérale. Une zone couverte d'arbres, loin du trafic. Il s'arrête et elle comprend. Mais il est trop tard. Le geste est le même. Précis et froid. Il la laisse là immobile. Puis il reprend le volant. Il ne pense qu'à une chose, retrouver cet endroit isolé derrière le centre commercial. Il creuse encore, toujours à la même profondeur, toujours avec la même méthode. Chaque geste est identique, comme s'il suivait un rituel. Il pose le corps et le recouvre de terre avant de repartir. Pour lui, ce terrain est devenu une habitude, un lieu qu'il retrouvera. Il ne le sait pas encore, mais c'est là que sa route le ramènera, à chaque fois, toujours au même endroit. Nous sommes maintenant en juillet 2003. La chaleur est étouffante dans le Connecticut. C'est dans cette atmosphère lourde que William rencontre Diane Cusack. Elle a 55 ans, une femme usée par la vie, mais qui garde dans le regard une trace de douceur. Elle habite seule, elle fait ce qu'elle peut pour tenir. Ce soir-là, elle croise William dans son van bleu. Il lui propose de la déposer comme il l'a déjà fait avec d'autres. Il sait comment parler, comment rassurer. Sa voix est calme. Son visage sans menace.
Elle monte. Le van s'éloigne du centre, prend une route moins éclairée. Il l'écoute parler de son travail, de sa solitude, de son passé. Il acquiesce, fait semblant de comprendre, mais derrière ses yeux fixes, son esprit n'est déjà plus là. Le trajet est le même, le rituel aussi. L'endroit, l'heure, la température, tout est familier. Il ne se presse pas, pour lui c'est une routine. L'acte lui apporte ce même calme. Après avoir fini, il sait exactement où aller, où creuser, où la déposer. Et cette fois, il reste plus longtemps sur place, regardant la terre retourner. Dans son esprit, ce lieu commence à prendre forme. Il ne le nomme pas encore, mais il sait qu'il y reviendra. Chaque coup de pelle est une répétition, une habitude qui s'ancre. Il devient plus méthodique, plus à l'aise. Le même calme le suit lorsqu'il reprend la route. La journée suivante, il reprend son travail comme si de rien n'était. Rien ne transparaît, mais dans son regard, il y a ce quelque chose de neuf, une certitude. Il sait qu'il ne s'arrêtera pas. Nous sommes maintenant le 25 juillet 2003. L'été est chaud, presque suffocant. Nilsa Arizmendi a 33 ans. Elle a passé une partie de sa journée avec son compagnon. Puis elle est sortie pour trouver quelque chose à manger, peut-être un endroit où passer la nuit. Elle croise la route de William, qui lui propose de la déposer en ville. Elle le connaît de vue, il lui semble calme, aimable. Elle accepte. La porte du van se referme et le silence reprend sa place. Il conduit lentement, les mains détendues sur le volant. Nilsa parle un peu, essaie de détendre l'atmosphère. Il répond par des phrases courtes, distantes. Elle commence à se rendre compte qu'ils ne vont pas dans la bonne direction. Elle lui demande où ils vont. Il ne répond pas. Il garde les yeux devant lui. La suite, vous la connaissez. Chaque geste suit le même schéma, froid et maîtrisé. Quand tout est terminé, il reste un moment assis, le regard vide. Puis il conduit jusqu'à ce terrain qu'il connaît déjà, ce coin isolé derrière le centre commercial de New Britain. Il creuse à nouveau avec la même précision. Il dépose le corps, le couvre de terre, prend le temps de lisser la surface comme s'il voulait la rendre invisible. Plus tard, il appellera ce lieu son jardin. Le lendemain de sa disparition, Nilsa Arizmendi ne donne aucun signe de vie. Son compagnon attend toute la nuit, persuadé qu'elle va revenir. Mais le matin passe, puis le jour suivant, et son téléphone reste muet. Il commence à interroger les gens du quartier, les hôtels, les bars, les coins de rue qu'elle fréquentait. Personne ne l'a vue. Certains disent qu'elle n'est peut-être partie, mais il le sait lui. Quelque chose ne va pas. Alors il se rend au commissariat de Weatherfield. Il raconte tout, leur dernière nuit ensemble, la direction qu'elle a prise, et surtout un détail qu'un témoin lui a dit. Elle est partie avec un homme dans une vieille fourgonnette bleue. Un homme qu'il a déjà croisé, un certain William Howell. La police note le nom. Mais il y a tellement de disparitions, tellement de visages oubliés, qu'ils n'y prêtent pas toute leur attention. Ce témoignage reste donc dans un tiroir. Les semaines passent, les jours deviennent des mois. Nilsa reste introuvable. Ce n'est qu'après l'insistance de son compagnon que les agents commencent à s'intéresser à cet homme. Ils cherchent son nom dans les fichiers, retrouvent une adresse, mais pas de traces. Il vivait dans son véhicule, changé de ville, de station-service, de parking. Un homme difficile à suivre. Des agents tentent de le localiser, certains disent l'avoir vu du côté de Waterbury, d'autres à East Hartford. Il bouge constamment comme s'il savait qu'on le regardait. Un jour, ils arrivent à le retrouver. Il reste calme, sûr de lui, poli. Il parle de son travail, de ses déplacements. Ne nie rien, mais ne confirme rien non plus. Il n'y a pas de preuves, pas de corps, rien de tangible, alors la police observe, note, attend. Ils sont convaincus qu'il sait quelque chose, qu'il est impliqué, mais ils n'ont rien pour le retenir. Pendant ce temps, William continue sa routine. Il roule, il dort dans son van, il prend ses petits boulots. Chaque jour loin d'eux le rassure. Il sent que la tension de la police diminue. Il se croit hors de danger. Il ne sait pas encore que cette surveillance silencieuse ne le lâchera plus. Entre la fin de l'été et l'automne 2003, 3 autres femmes disparaissent autour de New Britain, toutes avec le même schéma. Il y a d'abord Marilyn Gonzalez, une femme de 34 ans, pleine de vie, toujours entre 2 endroits, 2 espoirs, toujours en train d'essayer de repartir de zéro. Elle monte dans le van bleu un soir de septembre, persuadée qu'il la ramènera en ville. Puis il y a Joyvalyn Martinez, 34 ans. Elle le connaît, elle se sent en sécurité avec lui. Elle ne reviendra pas. Et enfin, il y a Mary Jane Maynard, 40 ans, vue pour la dernière fois en octobre. Le même van, le même trajet.
Chaque rencontre semble commencer de la même façon. Une offre de trajet, un ton calme, une promesse d'aide, puis la même fin. Derrière le centre commercial de New Britain, dans son jardin, la terre se creuse à nouveau. Cet endroit est devenu son rituel. Il l'entretient. Il y revient comme d'autres vont prier. Chaque nouvel aller-retour est plus rapide, plus mécanique. Le calme qu'il trouvait dans ses premiers actes s'éteint peu à peu, remplacé par une routine. Il ne cherche plus à comprendre pourquoi. Il agit, il tue, il enterre, il regarde, puis il repart, comme si de rien n'était. À ce stade, rien ne semblait pouvoir arrêter William. Mais dans l'ombre, l'étau est en train de se resserrer. Plusieurs semaines après la disparition de Nilsa Arizmendi, les enquêteurs commencent à comprendre qu'elle n'est pas partie d'elle-même. Son compagnon continue de frapper aux portes, de questionner les voisins, de montrer sa photo. Chaque témoignage les ramène au même point, cet homme dans une vieille fourgonnette bleue. Suite aux pressions, ils finissent par obtenir un mandat de perquisition pour le van de William. La police retrouve alors le véhicule stationné près d'un motel. L'odeur à l'intérieur les frappe. Dès qu'ils ouvrent la porte, une chaleur épaisse, une humidité qui colle. Ils trouvent des coussins tachés, des couvertures sales, des cheveux pris dans le tapis. Tout est en désordre, mais chaque objet semble à sa place. Une radio cassée, une bouteille à demi vide, des outils posés comme sur une étagère. Ils emportent des échantillons, des photos, et font expertiser le tout. Quelques jours plus tard, les résultats tombent. Les traces biologiques trouvées dans le van correspondent à Nilsa Arizmendi. Les policiers n'ont plus de doute. Ils le localisent quelques jours plus tard dans une station-service, toujours avec son van. Il ne fuit pas, ne résiste pas. Il semble savoir que ce moment allait venir. Il parle peu, évite les questions, dit ne pas comprendre de quoi on l'accuse. Il déclare qu'il a simplement déposé Nilsa en ville, qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé ensuite. Son ton est calme, presque fatigué. Les enquêteurs hésitent. Sans corps, sans témoin direct, la marge de manœuvre est faible. Ils peuvent le relier à la disparition, mais pas lui attribuer un meurtre. Ils cherchent dans les bois, les champs, les rivières, en vain. Nilsa reste introuvable. Pourtant, chaque détail du van, chaque trace la ramène à lui. Il est finalement inculpé d'enlèvement et voie de fait, et il est incarcéré en attente de son procès. Pendant que les journaux locaux parlent d'une affaire étrange, lui reste dans sa cellule, impassible. Personne ne sait encore ce qu'il a fait de Nilsa. Lui seul connaît la vérité. Et pour l'instant, il garde le secret. William reste des mois en détention préventive, à attendre que la justice décide de son sort. Les enquêteurs n'ont donc pas assez d'éléments pour une accusation de meurtre. Pas de corps, pas de témoins, juste un van et des traces qui ne disent pas tout. Alors le procureur choisit une stratégie. L'accuser d'un fait moins grave, mais qui le tiendra derrière les barreaux. Homicide involontaire. Un accord technique, une façon de gagner du temps. En 2005, William Devin Howell comparaît devant le tribunal. Il écoute les charges, dans le calme le plus total. Ses avocats lui conseillent d'accepter le plaidoyer Alford, un compromis qui lui permet d'admettre que les preuves sont suffisantes pour le condamner, sans reconnaître sa culpabilité. Il hoche la tête, signe les documents sans émotion. Il écope d'une peine de 15 ans de prison. Pour les enquêteurs, c'est frustrant, mais pour lui, c'est un soulagement. Loin du monde, il se sent en sécurité. Il passe ses journées seul, parle peu aux autres détenus, écrit dans des carnets. Parfois, il se vante à mi-voix, faisant allusion à des choses qu'on ne saura jamais. Certains codétenus disent l'avoir entendu parler d'un endroit spécial, d'un terrain à lui, où les gens ne reviennent pas. D'autres racontent qu'il se réfère à ses victimes comme à ses amis qui dorment, mais rien de concret ne filtre. À l'extérieur, l'affaire s'enfonce dans l'oubli, classée comme une disparition sans suite. Ce n'est qu'en 2007 que le hasard, ou peut-être le destin, va faire remonter la vérité à la surface. Nous sommes en 2007, un matin de janvier, à New Britain. Un chasseur s'aventure derrière un centre commercial, dans une bande de terre boisée où peu de gens passent. L'air est lourd, l'humidité épaisse. Il marche entre les feuilles mortes, lorsqu'il sent une odeur qui ne ressemble à rien de connu. Il s'approche, voit que le sol a été remué, comme retourné par des mains humaines. Quelque chose dépasse de la terre. Il pense d'abord à un animal mort, mais en se penchant, il comprend. Ce sont des os. Il appelle la police
et les premiers agents arrivent en fin de matinée, délimitent la zone et commencent à creuser. La découverte est immédiate, des restes humains, pris dans la boue. Ils vont creuser pendant des jours, ils trouvent d'autres os, des objets personnels, des vêtements. Chaque indice renforce la même idée. Ce lieu a servi à quelque chose de terrible. Les médias s'emparent de l'affaire, parlent d'un cimetière personnel, mais à ce moment-là, aucune identité n'est confirmée. Les restes sont trop endommagés, l'ADN trop fragile. Les spécialistes emballent tout et envoient les échantillons au laboratoire d'État. Les mois passent, les analyses prennent du temps, certaines sont imprécises, d'autres attendent des comparaisons avec des familles. Les années défilent, le terrain est nettoyé, clôturé, puis oublié. Pendant ce temps, William est toujours en prison. Il se fond dans le décor, parle peu, écrit beaucoup. Certains codétenus disent l'avoir entendu parler d'un endroit où il enterrait ses problèmes. Personne ne sait si c'est une provocation ou un aveu mal déguisé. Les gardiens le signalent, mais sans preuve, l'information ne mène nulle part. Entre 2007 et 2014, l'enquête reste immobile, jusqu'à ce que les technologies d'analyse ADN évoluent. De nouveaux tests sont lancés sur les vieux échantillons. Les premiers résultats arrivent en 2013, puis en 2014. Des correspondances apparaissent dans les bases de données des personnes disparues. Nilsa Arizmendi, Diane Cusack, Joy Valine Martinez, Mary-Jane Ménard. Les noms commencent à sortir de l'ombre. Le terrain de New Britain n'est plus un mystère. C'est une scène de crime à grande échelle. En avril 2015, la police décide de reprendre les fouilles, plus en profondeur cette fois, avec une équipe spéciale. 3 nouveaux corps sont retrouvés, disposés de la même façon. Les preuves accumulées autour de Nilsa Arizmendi, les témoignages de codétenus et les résultats ADN constituent un fichier parfaitement aligné. William Devin Howell est formellement mis en examen pour 6 meurtres supplémentaires. En prison, il reste froid, détaché, mais ses mots changent. Il ne nie plus, il évoque ses actes comme une mission, dit qu'il parlait à ses victimes après leur mort, qu'il les appelait ses femmes. Les enquêteurs comprennent alors l'ampleur de ce qu'ils ont devant eux. Le jardin n'est pas seulement une scène de crime, c'est un lieu de mémoire et de pèlerinage pour un homme qui avait perdu toute notion de réalité. Nous sommes en 2017. Après des années d'enquête, de fouilles et d'analyses, le nom de William Devin Howell revient dans tous les rapports. Les procureurs ont réuni un dossier impeccable, des correspondances ADN, des témoignages, des déclarations de codétenus et surtout une carte du terrain de New Britain avec 7 corps enterrés à moins de 40 mètres les uns des autres. La salle d'audience est pleine, les familles des victimes occupent les premiers rangs, silencieuses, fixant celui qui leur a tout pris. Howell entre menotté, le visage impassible. Il regarde devant lui, pas une seule fois vers le public. Il parle peu, écoute. Les procureurs décrivent sa routine, son van, son jardin. Parfois il ferme les yeux comme s'il était ailleurs. Lorsqu'on lui donne la parole, il dit calmement qu'il a des remords, mais que le mal était en lui. Il ne cherche pas à se justifier. Il dit que ses victimes ont trouvé la paix et qu'il leur parle toujours dans ses rêves. Le silence qui suit est lourd, presque insoutenable. Le procureur décrit un homme méthodique, sans empathie, qui a utilisé son van comme une arme et son terrain comme un sanctuaire. Les jurés écoutent immobiles. L'avocat de la défense ne peut rien dire, les aveux sont trop détaillés. À la fin du procès, William est condamné à 6 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle reste muette lorsque le verdict tombe. William, lui, ne réagit pas. Il est reconduit dans sa cellule, les poignets liés, toujours avec le même regard vide. Dans le rapport final, le procureur général le décrira comme le pire tueur en série de l'histoire du Connecticut. En prison, il reste isolé, classé à haut risque. Certains gardiens disent qu'il passe ses nuits à parler seul, à murmurer des noms. Il écrit des lettres, raconte des actes aux journalistes qui le visitent, comme s'il voulait contrôler son héritage. Dans ces mots, il se voit comme un homme maudit par sa propre nature, mais aussi celui qui a donné un sens à sa souffrance. En réalité, il s'enferme dans ses propres mensonges, répétant les mêmes phrases, comme une prière sensible. Voici donc l'histoire de William Devin Howell, un homme qui a transformé un simple van en arme et un morceau de terre en cimetière. Il a attiré ses victimes avec des promesses de confiance avant de les réduire au silence. Chacune d'elles avait un nom, une histoire, une place dans ce monde.
Mais dans l'esprit de William, elles ne devinrent que des ombres, des présences qu'il pouvait contrôler, enterrer. Il se plaisait à les appeler ses femmes, comme si la possession pouvait lui donner du pouvoir. Derrière les murs de sa prison, il reste calme, distant, convaincu que personne ne peut comprendre ce qu'il est. Il a privé 7 familles de leur vérité, 7 histoires de leur fin. Et pour eux, il n'y aura jamais de réparation. Aujourd'hui, il poursuit sa vie derrière les barreaux, coupé du monde qu'il a sali, mais pas de ses fantômes. Dans son esprit, le jardin existe encore. Il l'entretient en pensée comme un dernier rituel. Une façon de ne pas oublier ce qu'il était, et peut-être de ne pas s'oublier lui-même. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles. Des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.